Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes, le tai chi chuan, la méditation et différents soins comme Dissolve Therapy. Je suis responsable de l'école Evenman Earth Lyon. Pour être au courant des différents événements que je propose, les cours, les stages et aussi avoir les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous rendre sur juliendesbordes.com ou hmelyon.com. Bonne écoute! Bonjour à tous. Alors dans ce podcast, je vais parler d'un sujet un peu particulier qui est le marketing. Le marketing particulièrement dans le tai chi. Même si le marketing ne vous intéresse pas, vous pouvez quand même écouter ce podcast qui vous donnera un petit peu plus d'informations sur ma vision des choses au regard du tai chi. Quand on a une activité non professionnelle qui nous passionne et qu'on décide de faire en sorte que cette activité, que cette passion devienne un métier, eh bien la question forcément du marketing, de la com, va venir en ligne de compte. On va devoir tenir compte de cet aspect. Donc, mon premier métier, ça a été d'enseigner la musique et donc, quand je dis premier métier, mon premier métier, je parle pas des petits boulots que j'ai fait avant, hein, bien sûr. Quand notre passion, la chose pour laquelle on consacre le plus de temps et d'investissement mental, d'énergie, etc., devient notre métier, ça peut faire perdre la flamme parfois. Donc j'ai vécu ça avec la musique, c'est devenu mon métier, et ensuite avec le tai chi. Donc mon métier qui est de l'enseigner, de transmettre. Donc en musique, c'est ça qui me passionnait, j'aimais beaucoup transmettre, et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de commencer à enseigner le tai chi, parce que j'aimais énormément transmettre, et c'était une occasion pour moi de plus pratiquer du coup. Enfin, c'est ce que je me disais en intégrant le tai chi dans mon travail. Eh bien, ça me permettait d'en faire plus aussi. Et parce que enseigner, c'est une manière d'apprendre, c'est-à-dire que ça me permet de clarifier les choses. Quand on doit transmettre, on doit expliquer les choses avec clarté. Donc, ça permet de voir où on en est justement dans cette clarté, et aussi de mieux comprendre certaines choses par l'observation des élèves. Et par le fait de devoir structurer l'enseignement, etc., ça amène à apprendre aussi. Et c'est pas rare que les choses montent au cerveau, disons, sur le plan intellectuel, au moment où je l'explique. Donc au début, quand j'ai commencé à enseigner le tai chi, je faisais ça en plus de la guitare, donc j'avais ces deux métiers, disons. Et donc maintenant, depuis plusieurs années, c'est que le tai chi. Pourquoi je fais le parallèle avec la musique? Pourquoi je vous explique j'ai donné des cours de musique pour ceux qui ne le savaient pas? C'est parce que il y a un parallèle au niveau de la question du marketing. C'est que ma manière d'enseigner la musique a évolué au fur et à mesure, parce que j'ai commencé le tai chi, j'ai commencé à pratiquer le tai chi, et avec cette pratique aussi à me former. Il y a eu le Qigong, le I Ching, différentes choses. Et tout ça, ça a forcément impacté ma pratique de la musique, mais aussi ma manière de la transmettre. Ensuite, il y a eu le chant indien. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est que on a fait un podcast, donc le dernier podcast juste avant celui-ci, était une discussion avec Arnaud Didier-Jean, mon professeur de chant indien, de chant drupad. Et je suis étonné, il n'est pas autant vu que d'autres. Peut-être parce qu'il est long, mais on peut l'écouter en plusieurs fois, on n'est pas obligé de l'écouter en une fois. Ou peut-être parce que le sujet, pour les gens qui s'intéressent au tai chi, peut-être ça les attire moins. Mais en tout cas, je vous invite à l'écouter, parce qu'on parle de transmission, on parle de relations maître-élève, etc. Et donc il y a pas mal de choses intéressantes, on en refera dans tous les cas, parce que, ça je vais en parler juste après, mais la raison pour laquelle je fais les podcasts dépasse le fait qu'ils soient écoutés ou pas, en fait. Donc même si ça a été peu écouté, moi si ça me fait plaisir de le faire, j'en referai avec lui, c'est certain. Voilà, parenthèse fermée. Donc j'ai appris le chant indien, etc. Et tout ça, ça a bien sûr complètement transformé ma manière de transmettre la musique, parce que ça m'a ramené à quelque chose de fondamental en termes
au niveau musical, hein. C'est-à-dire que à un moment donné, quand on pratique et qu'on s'entraîne beaucoup, on pratique beaucoup, on joue beaucoup. Donc là, moi, je jouais beaucoup de musique. J'ai suivi une formation professionnelle de musique à Nancy, de guitariste pendant 1 an. C'était très intense. Ensuite, on commence à enseigner, donc ça devient notre métier, etc. Et après, au bout d'un moment, il est possible qu'on se perde, c'est-à-dire qu'on oublie pourquoi on faisait ça. Et ça peut arriver à ce stade, comme ça peut arriver au stade de premier, c'est-à-dire au début, j'ai un élan de « Oh, j'ai trop envie de faire de la musique ». On sait pas vraiment pourquoi, on a juste envie de faire de la musique. Et puis on commence à jouer de la musique, puis là on se prend la tête, etc. Et donc j'ai vu beaucoup ça, surtout chez les adultes, hein, qui ont plus tendance à se questionner et à intellectualiser pas mal de choses par rapport à des adolescents, par exemple, qui eux jouent. Donc moi j'ai commencé la guitare quand j'étais ado aussi, donc disons que la flamme de l'envie de jouer dépassait la difficulté de jouer, parce que la guitare c'est pas facile quand on commence, c'est moche, c'est pas très joli quand on commence, etc. Donc il faut qu'il y ait un feu, d'avoir vraiment envie de jouer pour dépasser ce frein potentiel de la difficulté que représente l'art en question. Donc à un moment donné on oublie, mais en fait la raison première pour laquelle j'ai envie de jouer, c'est parce que ça me fait plaisir, parce que ça me fait du bien, même si je le comprends pas totalement. Et puis du coup, avec le tai chi, avec le chant indien, etc., que j'ai pratiqué parce que je voulais que ma musique ait plus de sens, et je voulais être plus sincère aussi dans mon expressivité musicale. Donc en apprenant ce chant indien, j'ai touché dans le mille, et du coup ça a transformé ma manière de transmettre, qui a pris cette direction. C'est-à-dire que, je vais vous prendre un exemple peut-être très facile à comprendre, c'est que donc quand je joue de la guitare, si je fais des mélodies ou des solos, en improvisation par exemple, particulièrement, le but c'est que ma musicalité, la musique que j'ai en moi, que j'entends dans ma tête, disons, elle s'exprime à travers mes doigts qui vont faire un mouvement et qui va exprimer, extérioriser et rendre audible cette musique à travers l'instrument. Donc le but, c'est que la guitare, l'instrument, me permette de manifester, de rendre audible la musique que j'ai dans ma tête, ou alors de transmettre des sensations, des émotions, si vous voulez, de rendre extérieure cette intériorité. C'est une manière d'exprimer. Donc même de rendre audible mon état interne. C'est pour ça que d'ailleurs, si on prend le chant indien par exemple, le chant Dhrupad, pour moi, c'est rendre audible ma méditation intérieure. C'est pas vraiment de la méditation, mais mon état interne. Donc si je connais un état très paisible, je vais pouvoir le partager avec d'autres via le son. C'est une manière de voir les choses, mais en tout cas moi ça fait partie de comment je vois ça. Et donc pour moi la musique et même la guitare c'était ça. Donc ça veut dire que quand je finis de jouer de la musique, je dois me sentir plus tranquille, plus ouvert, etc. C'est-à-dire comme quand je fais du tai chi, quoi. Et pas plus agité, plus énervé, etc. Et force est de constater que ça demande de faire ça d'une manière très particulière, hein. J'ai coutume de dire, parce qu'il y a comme une légende urbaine qui dirait que la musique ça libère, etc. Mais non, c'est faux. C'est la manière dont on va la pratiquer qui va libérer ou non. La musique en soi va rien libérer du tout, sinon il n'y aurait aucun artiste dépendant aux drogues, aucun artiste qui se suicide, etc. Puisque ça libère. Donc non, c'est faux. Je peux même au contraire nourrir mes états, comme par exemple si je suis triste et que tous les jours je fais de la musique triste, je vais nourrir cet état. Je vais pas m'en libérer, contrairement à ce qu'on pourrait penser et imaginer. Et donc c'est même encore plus piégeux parce que j'ai l'impression peut-être que je me libère, mais c'est faux. Je nourris et j'habitue mon système nerveux à ressentir ça jour après jour. Donc la manière dont on pratique la musique est essentielle. Mais cette manière de faire bien spécifique, donc par exemple, si je veux que mes doigts reflètent ma musicalité, eh bien il va falloir que je chante à voix haute pour être sûr que c'est la musique que j'ai dans l'esprit qui va ensuite se manifester dans les doigts. Et donc dans la musique indienne, c'est pour ça aussi que j'étais
je me suis orienté vers cette musique, c'est qu'ils apprennent à chanter avant même d'apprendre à jouer d'un instrument, et c'est pareil pour les percussionnistes. Donc tout est dans l'esprit, tout est clair dans l'esprit, et ensuite on apprend à manifester cette musique à travers l'instrument. Et là, on est sûr que ça va dans le bon sens. Parce que sinon, avec la guitare, on peut juste apprendre mécaniquement des techniques sur l'instrument, mais sans avoir l'oreille derrière. Et pour moi, ça n'a aucun sens. Si bien qu'à un moment donné, quelqu'un m'avait dit une fois, mais moi, si j'ai pas d'oreille, donc j'ai pas le choix. Comme si, en fait, le fait de pas avoir d'oreille, ça justifiait le fait de pas s'occuper du son. Sauf que ça reste de la musique, donc si on n'a pas d'oreille, pour moi, il est essentiel de la développer. De toute manière, on la développe, peu importe le niveau qu'on a au départ. C'est comme si on me disait, oui, mais moi, j'ai pas de proprioception pour faire du tai chi, donc faut que je fasse autrement. Alors justement, on va développer la proprioception en pratiquant le tai chi. Donc là, on va développer l'oreille, on va s'assurer de développer l'oreille. Et donc, un des problèmes en musique, c'était de passer par la partition. Bref, je vais pas faire trop long là-dessus. Tout ça pour dire que ça m'a amené à développer une pédagogie musicale qui a du sens pour moi, qui est profonde et qui développe les choses dans le bon sens. Mais force est de constater que cette manière de faire est beaucoup moins populaire. Ça attire beaucoup moins les gens. Ça attire moins les gens que de dire jouer des morceaux pour épater vos amis, par exemple. Ou juste jouer des morceaux. Je comprends qu'on veut jouer des morceaux, mais est-ce que ça va permettre de mettre en place les choses telles que pour moi ça a du sens en juste jouant des morceaux? Pas sûr. Pas sûr du tout même. Donc ça, bien sûr, chaque cas est différent et il peut y avoir des exceptions, mais en règle générale, et non, c'est pas ce que j'ai constaté. Donc, en gros, ce que je constate, c'est que une transmission plus profonde, etc., c'est moins vendeur. C'est moins vendeur, pour faire simple. Et donc, je constate la même chose en tai chi. Donc, je crois que ça doit être mon karma qui m'amène à faire des choses comme ça, qui attirent moins de monde. C'est la même chose avec le tai chi. Alors, je parlais du chant indien, évidemment, donc ça, c'est encore moins connu. Le chant Drupad, je sais pas combien en France de personnes pratiquent, mais c'est vraiment très très peu. C'est vraiment une niche. Donc par rapport à, je vous parlais d'Arnaud avec qui j'ai fait le dernier podcast, qui est mon professeur de chant indien de Drupad, qui est pour moi un expert dans son domaine, qui a une expertise qui est vraiment rare dans ce domaine-là. Et pour moi, quelqu'un de cette compétence-là devrait être plein d'élèves. C'est-à-dire que le lien entre le succès en termes du nombre d'élèves, etc., et d'attractivité, et la compétence, et j'inclus dans le mot compétence la compétence pédagogique, pas que la compétence de l'art en question, mais aussi la compétence pédagogique, la capacité à transmettre. On peut être très bon on peut être très bon dans un art, très bon dans la transmission, mais pas attirer beaucoup de monde. Il n'y a pas un lien direct, malheureusement. Et bien sûr, à côté de ça, on peut ne pas forcément être très bon dans un art, dans une compétence, ne pas être très bon enseignant, mais savoir très bien vendre. Savoir très bien vendre à travers un système marketing bien fichu et peut-être un caractère qui fait que ça fait venir les gens. Aussi parce que on sait brosser les gens dans le sens du poil, leur faire plaisir, et du coup, bien sûr, ça amène plus de monde à rester. C'est un peu le souci avec un enseignement pour moi profond et authentique, c'est que il va nous amener du challenge, de la difficulté, de la confrontation. Il va nous amener à nous voir nous-mêmes avec sincérité, et se voir soi-même avec sincérité. C'est pas forcément confortable, c'est même certainement pas confortable. Et ça demande d'être capable d'accepter l'inconfort, de se regarder en face. Si je veux vraiment quelque chose, je dois être capable d'accepter la difficulté et l'inconfort que ça va m'amener. Je vous parlais de la guitare. Si je veux vraiment jouer de la guitare, faut que j'accepte la difficulté que ça représente au début. Ça fait mal aux doigts, ça sonne pas bien, etc. Mais il faut que j'accepte ça pour continuer de pratiquer et m'améliorer.
Donc c'est valable pour quelque chose d'aussi basique que d'apprendre la guitare. Et comme en tai chi, en tout cas le tai chi qu'on pratique à HME, je précise parce que c'est vraiment très important, c'est ça qui fait une grosse distinction dans chaque manière de faire, donc ce que j'ai déjà expliqué plein de fois, mais il y a autant de tai chi que de manières de faire que de personnes. La manière qu'on a de pratiquer HME, elle est, pour moi, difficile. Elle est particulièrement difficile et plus difficile que toutes les autres manières de faire que j'ai vues, en fait. Donc là, ce que je suis en train de dire, c'est pas du tout vendeur. On est sur le sujet du podcast, c'est le marketing. Là, je suis pas du tout en train d'être marketing. Je suis en train de dire, c'est vachement difficile. Mais c'est sincère. Et voilà la difficulté pour moi, maintenant, si on rentre vraiment dans le sujet, c'est mon métier. Donc, il faut quand même faire des choses pour faire connaître le tai chi, etc. Faire venir des gens, si je veux en vivre. Et aussi parce que j'aime transmettre et que si on veut transmettre, il faut qu'il y ait des gens à qui transmettre. Sinon, si on n'a personne à qui transmettre, on ne peut pas, c'est évident. Mais en même temps, il y a des choses que je ne veux pas faire. Et c'est ça qui rend la com difficile. Donc, là, je suis en train de faire un podcast, par exemple. Donc, quand j'ai commencé ce podcast, je me suis juste dit, bon, ok, moi, j'aime bien parler, mais dans mes cours de tai chi, l'idée, c'est de pas parler, de donner des instructions, etc. Mais j'avais tendance, avant d'être à HME, en tout cas, je trouve à trop parler en dehors des instructions, je veux dire. Et donc, l'idée, c'est que quand je donne un cours de tai chi, je donne des instructions. Si je donne des anecdotes, c'est vraiment pour nourrir le propos de l'instruction, pour aider les élèves à trouver le bon état d'esprit, etc. Mais voilà, je veux pas faire de la théorie, je veux pas parler comme je le fais ici en podcast. Donc, je me suis dit, je vais partager des choses en podcast. Ça pourra aider, peut-être, les élèves, et ça me donne un endroit dans lequel je peux mettre mon blabla. Mais j'avais pas du tout d'objectif marketing ou de com en fait quand j'ai fait ça. Je me suis pas dit tiens je vais faire un podcast et puis comme ça va faire venir des gens, etc. Mais alors vraiment pas. Et je me suis dit de toute manière même si j'ai 2 personnes qui m'écoutent, c'est pas grave, je le fais, ça me fait plaisir de le faire. Et effectivement le faisant, ça me fait plaisir. C'est vraiment un média que j'aime. Là je suis en train de parler et j'apprécie parler. C'est quelque chose je dirais dans ma nature. D'avoir plaisir à parler, là où je fais un art où j'apprends à me taire. Donc, mais c'est bien d'avoir un endroit dans lequel je peux comme ça parler librement. Voilà. Et il s'avère que finalement, il y a quand même un impact en termes de communication et marketing, puisque plusieurs personnes sont venues, m'ont contacté ou sont venus en stage, etc. Après avoir notamment écouté les podcasts, avoir regardé les vidéos sur YouTube, etc. Donc, il y a quand même un impact. Mais c'est pas l'objectif de départ. Comme je vois qu'il y a un impact, je me dis, tiens, tant mieux, raison de plus pour le faire. Parce que si ça me permet de communiquer, si ça fait venir des gens sans faire un effort particulier, disons, de me faire faire des choses que je n'aime pas faire, c'est super, quoi. Par exemple, il y a quelque chose avec lequel j'ai du mal, c'est de répéter les infos, donc faire comme les youtubeurs, etc. Par exemple, je devrais dire à chaque podcast, à chaque vidéo, merci de liker, de mettre un pouce, etc. Ça va m'aider. Merci de mettre un commentaire si vous avez apprécié, etc. Je devrais le dire ça à chaque fois, en fait. J'y pense pas parce que moi, je suis dans mathématiques, etc. Et j'oublie. Et là, c'est quelque chose sur lequel je pourrais travailler parce que ça ne me demande pas non plus un effort énormissime de juste dire « Ok, si vous pouvez liker, mettre un commentaire, etc. » Parfois, je dis « Vous pouvez m'envoyer un message si jamais vous avez des remarques ou des questions, bien sûr. » Voilà. Mais c'est vrai que ça aide de laisser un commentaire et tout ça. Si tous les youtubeurs le font et tous ceux qui ont du succès le font, c'est pas par hasard. C'est parce que on a besoin de nous rappeler... des fois de juste faire ce petit like, etc. parce qu'on n'y pense pas forcément. Donc voilà, ça c'est des petites choses par exemple auxquelles je ne pense pas parce que je suis pas dans cet état d'esprit quand je fais mon podcast. Je suis pas en train de me dire ah oui, il faut que je dise ça, etc. comme ça ça va plaire aux gens, etc.
Donc j'ai fait une petite liste de choses qui pourraient marcher, mais que je ne veux pas faire. Donc par exemple, proposer des formations, je n'ai déjà parlé de ça, mais faire des formations de 2 ans, de 3 ans, de tai chi, etc. Oui, ça marche bien parce que si je vous montre un programme clair et que en fait, ça crée dans l'esprit l'idée que, ok, au bout de ces 2-3 ans, je vais avoir mis ça en place, etc. Alors que c'est pas possible en tai chi, en tout cas, parce qu'on est tous différents, que les choses à mettre en place, elles vont dépendre de là où vous partez, de votre pratique, etc. J'en ai parlé dans un précédent podcast sur comment j'organise mes cours, donc j'ai détaillé tout ça. Donc voilà, c'est plus difficile à vendre quand on vend pas un programme clair de formation. Cela dit, il y a un programme clair, à HME, il y a un programme clair avec des étapes bien claires de développement. C'est organisé, il y a des étapes, etc. Mais les étapes, moi je les donne de manière individuelle aux personnes en fonction de leur avancement individuel et pas en fonction de juste un programme que j'ai établi. C'est pas au bout d'un an, ok, on va passer à ça, après la deuxième année on va passer à ça. Non, en fait ça va dépendre de chaque personne. Et donc il faut que la personne elle ait mis telle et telle chose en place, par exemple, avant de passer à autre chose. Une fois qu'elle a mis ça en place, ok, je vais la faire passer à autre chose. Je vais lui donner d'autres informations. Mais c'est vraiment dépendant de la personne et pas d'un programme préétabli. C'est moins vendeur, c'est sûr. Le fait d'avoir des cours mixtes aussi, c'est moins vendeur. Parce que c'est plus difficile d'intégrer un groupe mixte. Ça peut être vachement plus intéressant en réalité, mais c'est plus difficile. Donc c'est moins populaire aussi. C'est plus pour des personnes qui vont avoir un profond élan ou qui vont pas être dérangées par ça, quoi. Ensuite, je pourrais faire des posts sur les réseaux, me mettre sur un réseau et vraiment faire des posts tout le temps, etc. et partager du contenu. Je pourrais mettre des petits caractères chinois aussi, parce que c'est vachement plus vendeur si je mets des petits caractères chinois à côté des mots et de mes explications de choses. Ça fait plus taoïste, etc. Je pourrais faire plein de blabla théorique justement sur les réseaux et mettre avec des petits caractères chinois, bien sûr, c'est important, et faire du blabla théorique. Attention, je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire ça, je dis juste j'ai du mal avec ça. Quand je fais ces podcasts, le but de ces podcasts, c'est d'expliquer un peu ce qu'on fait, de parler un petit peu de comment on fait les choses à HME, de faire connaître l'école HME et notre manière de faire, l'état d'esprit qu'il y a derrière, etc. Mais pas de donner des termes, des choses concrètes, puisque, encore une fois, le piège parfois, c'est de penser qu'on a compris. J'ai eu une discussion il y a pas longtemps avec quelqu'un qui m'a contacté pour apprendre des informations, que je lui disais certaines choses, il me fait « oui, je sais, parce que moi j'ai fait ça, j'ai fait ci, moi j'ai fait ça ». Et du coup, ok, bon, mais en fait, on peut pas savoir tant qu'on n'a pas vécu l'expérience. Et donc, si on détaille trop, encore une fois, les choses, j'en ai parlé aussi dans le podcast avec Arnaud, de détailler trop de choses, et ben ça peut faire penser parfois qu'on a compris cette chose-là intellectuellement. On se dit ah mais oui, ça je vois exactement de quoi il s'agit, j'ai compris, etc. Ça veut pas dire qu'on a compris. Donc je préfère pas trop aller dans la théorie. Et en plus de ça, souvent, ce n'est que de la répétition, soit de ce qu'a dit le maître, ou soit dans des livres qu'on a lus. Donc je pourrais répéter ce que j'ai lu dans des livres, etc. Mais il n'y a aucune incarnation concrète de ça. Et il m'arrivait aussi assez fréquemment de voir des personnes qui, quand on les écoute, ont de belles paroles. On a l'impression qu'elles ont réalisé de belles choses, mais quand elles pratiquent, eh bien on voit leurs limites mentales. On voit leur intolérance à l'inconfort, par exemple, vite arriver. Et donc il y a un gros décalage entre ce qu'elles pensent avoir accompli et la réalité. Et je pense d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai moins de thérapeutes en fait depuis que je suis à HME. J'avais beaucoup plus de thérapeutes dans mes cours de tai chi avant et moins maintenant. Et je trouve ça extrêmement curieux puisque la manière de pratiquer de HME, la manière qu'on a de pratiquer maintenant, elle est beaucoup plus pertinente pour les thérapeutes. On apprend à relâcher en profondeur, à vraiment lâcher prise, etc. Oui, face à l'inconfort, donc ce qui est très utile. Et en fait, bizarrement, j'ai remarqué une forme d'attitude des thérapeutes, pas tous bien sûr, mais pas mal, à le fait d'être confrontés à leur propre réalité, de se dire « Ah, en fait j'en suis là. Je pensais que j'avais réalisé plus de choses, j'avais
plus lâcher prise, etc., etc. Et le fait que la pratique nous mette en face de la réalité, eh bien, c'est difficile de se rendre compte. Parce que souvent, ça m'est arrivé encore une fois, quand j'enseigne, etc., on pense avoir tout de suite compris de quoi je veux parler, de se dire oui, c'est bon, non mais ça, je l'ai déjà réalisé, oui, c'est bon. Et en fait, la pratique nous montre que non. Et donc, on a deux attitudes possibles. Soit on se dit, waouh, purée, je pensais avoir réalisé ça et c'est pas le cas, et du coup, super, avec cette pratique, je vais pouvoir aller plus loin, c'est génial. Ou alors, fuite. La fuite inconsciente, certainement. Hein. Ça me met en difficulté, donc on va faire autre chose. Mais du coup, on va jamais dépasser cette difficulté. Pour la petite anecdote, le premier workshop que j'ai fait avec Adam, à Lyon, on fait des exercices, et je me rappelle, dans un exercice particulier, je sens mon dos. Et je sens que mon dos, il me tire, mais je sens qu'il est bien coincé, surtout. Et là, je me suis dit, waouh, ça fait 7 ans, je sais plus combien d'années ça faisait, je pense à peu près 7 ans, 6-7 ans, que je fais du tai chi. J'enseigne le tai chi. Donc oui, ça faisait plus de 6 ans parce que j'ai commencé à enseigner après 6 ans de pratique. Donc, et après 7 ans de pratique quotidienne, acharnée, etc., eh bien mon dos, il est dans un état pareil. Waouh. Donc ça veut dire que tous les exercices que j'ai faits jusqu'à maintenant n'ont pas libéré mon dos. Parce que là, depuis que je fais ça, enfin mon dos en quelques mois, il s'est complètement transformé. Et là aujourd'hui, c'est juste absolument rien à voir. Mes épaules, pareil. Mes épaules, elles étaient dans un sale état, disons, de tension que mon ancienne pratique n'avait pas résolu. Donc en fait, j'aurais pu aussi avoir l'attitude de se dire ah ouais, non, c'est trop difficile. Moi, le tai chi, ça doit être doux, etc. Ou je ne sais pas quoi, et fuir. Mais là, au contraire, je me suis dit waouh. Mon dos, il est dans un sacré état, il faut vraiment que je fasse cet exercice parce que ça va me permettre justement de le libérer. Donc si on a cette attitude, eh ben, ça va nous amener à continuer, à aller plus loin, etc. Mais si, dès qu'on rencontre la difficulté et qu'elle nous met en face que, ah, dis donc, ça fait 20 ans que je pratique et j'en suis que là, ben, ça peut faire peur. Je comprends que certaines personnes vont préférer faire autre chose. C'est trop confrontant. Donc comment on réagit face à ça ? Donc c'est bien sûr une autre chose que je pourrais faire pour vendre plus facilement le tai chi qu'on pratique, c'est de rendre l'entraînement plus simple. Alors, j'essaye de doser quand même. J'essaye de faire que les cours hebdomadaires soient moins intenses, moins confrontants. Et c'est-à-dire que les personnes qui veulent vraiment plus aller loin dans le tai chi, ils vont venir faire des stages, peut-être des cours particuliers ou quoi. Mais bon, il y a pas mal de stages pour toucher cette intensité, pour pouvoir la trouver chez soi, etc. Voilà. Mais la plupart des gens qui viennent en cours hebdomadaires, la majorité, n'ont pas l'élan. Enfin, la raison pour laquelle ils pratiquent n'est pas si profonde en fait. Donc, bien sûr, si on propose qu'il y a un truc super profond, super intense, etc., ça va être compliqué. Donc, je dose un petit peu pour que ce soit moins intense dans les cours hebdomadaires. Mais je le fais dans une certaine mesure, c'est-à-dire que je veux pas faire du sous-tai chi non plus. Donc j'essaie de trouver un dosage, mais force est de constater que de toute manière, même en rendant l'entraînement un peu plus soft pour les cours hebdo, ça reste intense par rapport à la plupart des cours tai chi, je pense, qui existent. Bien sûr, je connais pas tous les cours tai chi, donc je pourrais pas l'affirmer, mais en tout cas de mon constat, de ce que j'ai vu, du retour des gens, de leur expérience, qui ont fait d'autres cours, etc. Ça reste quand même intense, même si j'essaye de le faire plus soft dans les cours hebdo. Je fais un effort quand même, hein, mais voilà, il y a un moment donné, je peux pas. Pour moi, ça n'aurait plus de sens en fait. Je peux pas transmettre un truc qui n'a pas de sens pour moi. Il faut que ça ait du sens, et je veux pas transmettre un sous-truc. Moi, je veux transmettre ce qui fonctionne, ce qui a un impact. Et donc après, après, ça plaît ou ça plaît pas, quoi. Mais forcément, c'est moins populaire. C'est moins grand public, je dirais. Voilà. C'est un tai chi moins grand public. Donc, ce serait vendre un truc du genre le tai chi c'est facile, etc. Ben non, c'est pas facile le tai chi. Non. Et donc c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que le tai chi qu'on pratique, en tout cas que moi j'enseigne, ma manière d'enseigner, bien sûr il y a le côté lâcher prise, etc. Donc il y a ce côté-là, mais ça reste un art martial.
Et du coup, c'est un peu entre des personnes qui ont un intérêt pour le développement personnel et des personnes qui ont un intérêt pour les arts martiaux, et c'est un peu entre les deux. Et le problème, c'est que les gens qui ont un intérêt pour les arts martiaux chinois, etc., ils vont pas forcément se diriger vers le tai chi, parce qu'ils vont avoir une image peut-être que le tai chi c'est comme de la gymnastique lente, etc. Voire même il y a une image un peu c'est un truc pour les personnes âgées ou quoi. Et d'un autre côté, les personnes qui cherchent quelque chose pour se faire du bien, etc., pour se détendre, faire un truc cool, quoi, un truc soft, tranquille, parce qu'on a l'image de gens qui bougent tout doucement et tout ça, et qui ont l'air zen. Elles vont venir, mais elles vont être surprises par la difficulté du cours. Donc il y en a qui vont quand même rester, qui vont être surprises, mais qui vont faire ah ouais, mais en fait, ok, elles vont comprendre. L'impact, parce que moi j'essaie quand même de bien expliquer, et puis voilà, il y a toutes ces vidéos, ces podcasts pour les gens que ça intéresse quand même, pour comprendre un peu pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ce truc difficile là, et qu'est-ce que ça va transformer. Et quand on comprend ça, ça va. Mais si c'est trop confrontant et qu'on comprend pas, forcément ça va pas aller, quoi. C'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça qu'on cherche. Et il y a une autre stratégie aussi qui est de vendre du secret, donc de faire entendre que il y a toujours, donc j'ai fait un podcast aussi là-dessus qui s'appelle les secrets en tai chi ou un truc comme ça. En tout cas, il y a le mot secret dans le nom du podcast. Et bien sûr, ça c'est une stratégie marketing aussi, c'est de vendre du secret, de laisser entendre qu'il y a un truc et qu'on le saura un jour. Ou alors que voilà, chaque année, il y aura un nouveau truc, mais qu'on ne sait pas en avance, et donc ça nous maintient, ça nous donne envie de savoir, mais après, qu'est-ce qu'il y a, etc. Que ça va nous donner le truc, etc. Là où moi, je peux pas faire ça, parce qu'en fait, je donne librement ce qui est pertinent pour les personnes. Donc les informations que je les donne pas pour maintenir un secret, je les donne pas parce que c'est pas le moment pour la personne, et en fait, je pourrais même lui donner de toute manière, ça lui apportera rien du tout, parce qu'elle est pas prête pour ça. Je rigolais un cours en disant vous savez pourquoi je donne pas pourquoi je pourrais donner les secrets sans problème, c'est parce que en fait les secrets c'est des petites choses parfois, c'est des petites choses les secrets les clés, c'est des petites choses qui parfois sont souvent sous-estimées, et donc même quand on le dit, on peut passer à côté, ou on peut ne pas s'en rappeler, ou voilà, et donc c'est pas le problème. Ou alors, en gros, le secret, c'est de pratiquer d'une certaine manière qui est tellement difficile que, en fait, faut être capable d'accepter l'intensité de cet exercice. Beaucoup d'exercices à HME, plus on avance, plus on voit la difficulté et l'intensité de l'exercice. Donc le secret, c'est quoi ? C'est d'apprendre à accepter l'inconfort pour pouvoir aller sur des exercices difficiles et intenses. Et donc ça, on peut le donner, c'est pas un problème, mais qui va être capable de le faire vraiment ? Donc voilà, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est pas en te disant tu vas connecter ton petit doigt avec ton pouce et ça va faire un bouclage et c'est ça le secret. Bon, moi, ça c'est juste risible dans le sens où je dis pas que faire des bouclages ça n'a aucun impact, je dis pas ça, mais un impact extrêmement faible par rapport à d'autres choses, à d'autres détails. On a besoin d'ouvrir le corps en tai chi à un niveau qu'on n'imagine même pas. Et moi j'entendais Adam qui disait ça il y a quelques années, et aujourd'hui je me dis waouh, purée, là ce que je fais maintenant, j'imaginais pas ça il y a quelques années avant. Et là donc la semaine prochaine je pars en stage une semaine avec Adam à Bucarest, c'est le grand stage. Voilà, je sais que ça va être très intense, etc. À chaque fois, je touche des niveaux d'intensité que j'aurais jamais imaginé, quoi. À chaque stage, c'est un peu plus d'intensité. Donc, vu le nombre de stages que j'ai fait, à chaque fois, c'est un peu plus. Waouh, c'est pas je fais pas un stage et puis j'ai une nouvelle information et je fais waouh, ça y est, c'est le secret qui va tout changer. Non, je touche quelque chose dans la pratique de par l'accompagnement, etc., qui me fait toucher une autre dimension. Et c'est ça le secret, cette dimension-là. Elle est pas palpable. Je peux pas la dire avec des mots. C'est dans le contact. C'est l'intérêt des stages et des cours particuliers, etc., du contact réel. Donc voilà, moi, qu'est-ce que je peux faire pour vendre ? Du coup, continuer de faire des podcasts parce que c'est utile,
parce que ça aide à capter. C'est-à-dire que les gens qui vont sentir dans ce que je raconte du sens, qui vont se dire tiens, ça a l'air de correspondre un peu à comment j'ai envie de travailler ou ce qui me manque peut-être dans ma pratique ou quelque chose comme ça. Et ben ça va peut-être donner envie, ça va peut-être vous donner envie à certains de venir faire des cours, venir faire des stages. Donc, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Répéter les infos. Donc, ça aussi, j'oublie tout le temps. Donc, par exemple, je peux vous dire que je serai à Avignon le 15 juin pour un stage. Stage ouvert à tout le monde, autant pour découvrir que si vous pratiquez déjà le système en ligne, c'est l'occasion de venir, d'avoir des corrections, etc. Mon projet, c'est d'ouvrir un cours là-bas de manière régulière, une fois par mois. Il y aura aussi un stage pareil qui va se programmer en automne, en septembre, je pense, à Clermont-Ferrand, même projet, et à Genève, même projet. Voilà, donc ça, par exemple, moi j'oublie parfois, je fais des podcasts et je me dis zut, j'ai oublié de dire que j'étais en stage là, etc. Donc là, on est en 2024, on est en mai 2024. Si vous écoutez ce podcast, que vous êtes déjà en 2025 ou après juin 2024, ben voilà, ce sera plus la même info, mais toutes les informations sont sur le site juliendesbordes.com. J'essaye de concentrer tout sur ce site, du coup, parce que comme il y a différentes villes, donc le site hmelyon.com est plus dédié à l'activité sur Lyon, mais en même temps, il y a tous les articles, etc. Dessus. Et il y a les informations sur un peu sur l'école, à propos de l'école, etc. Il y a un peu toutes ces choses. Mais du coup, sur le site juliendesbordes.com, il y a vraiment tous les liens vers les différents stages. Il y a aussi les retraites que je propose, le programme Clarté que je propose aussi. Donc voilà, vous pouvez aller voir sur ce site. Et ça, j'oublie parfois. J'oublie juste de le répéter. Alors il y a le petit jingle qui le dit au début, mais voilà, j'oublie parfois de rappeler les stages, les trucs comme ça. Bon, voilà, il faut que je m'entraîne à y penser plus souvent. Après, qu'est-ce que je peux faire? Faire plus de vidéos aussi, pour montrer un peu ce qu'on fait. Donc là, j'ai le projet de faire plus de vidéos. J'ai un ami, un élève qui fait de la vidéo, et donc on va essayer de faire des choses pour montrer un peu plus, et puis toujours voilà, expliquer un peu ce qu'on fait. Mais voilà, mon marketing en fait, il s'arrête là, c'est-à-dire plus expliquer ce que je fais, peut-être faire plus de contenu, continuer à le faire, être comme la pratique du tai chi, avoir une constance sur la durée. Et petit à petit, le réseau va se construire, le bouche à oreille, etc. Bien sûr, qui va fonctionner quoi. Mais voilà, je vais avoir du mal avec le reste. J'essaie de faire des affiches, j'essaie de faire des choses un peu jolies. Disons que j'aime bien le côté artistique de la création, de faire mon site, d'essayer de faire un truc un peu joli, avec des photos jolies, etc. Parce que j'aime bien le côté artistique, mais pas forcément pour vendre. Il y a plein de choses, j'en parlais aussi il y a pas longtemps. Par exemple, on s'arrête beaucoup à l'image. Et si on regarde par exemple ma photo, j'ai une photo sur mon site hmelyon.com, la photo avec Sifu, avec Adam, je rigole parce que on dirait que c'est un peu mon garde du corps avec ses lunettes, etc. Moi je suis à côté et on est loin de l'image du tai chi dans les montagnes sacrées de Chine, des monts Wudang avec la tenue officielle du tai chi, le chignon taoïste, etc. On est loin de cette image. Donc c'est pas très vendeur. Je pense que potentiellement, il y a des gens qui peuvent voir cette photo et faire qu'est-ce que c'est que ce truc et partir ailleurs parce que ça ne leur donne pas l'image de ce qu'ils attendent du tai chi. Et c'est un peu le problème. C'est que certains ont l'image, mais il n'y a pas le fond. Et que le fond, c'est le plus important, pour moi en tout cas. Et le fond, ça se voit dans d'autres choses que sur des photos ou parce que j'ai la bonne tenue, j'ai le pyjama, le tai chi, etc. Ou que je bouge avec élégance. Bref, c'est un autre niveau que ça se passe. Et ça, c'est vrai que c'est difficile. Donc la seule manière de se rendre compte si l'enseignement peut nous apporter quelque chose, ou en tout cas correspond à ce qu'on attend, c'est de rencontrer la personne en vrai. Encore une fois, c'est pour ça que je fais ces podcasts, pour donner un petit peu une couleur de peut-être l'état d'esprit. Et de faire en sorte que si il y a des personnes qui se sentent en phase un petit peu avec ça, voilà, ça va. Elles le savent du coup parce qu'elles m'ont entendu parler, elles ont entendu parler de comment on fait les choses. Et c'est plus facile d'aller voir quelqu'un quand on l'a entendu parler que quand on sait pas du tout.
Et moi, je trouve ça un peu mieux que juste parce que j'ai vu une belle photo et du coup, ça me fait venir. Pour la petite anecdote, parce que la question c'est marketing, quand j'ai commencé les cours de guitare, en 2007, je me suis mis à mon compte. Eh bien, on était 2 à avoir un site, en gros, sur Internet. Donc, c'était le début vraiment de développement d'Internet. Peu de personnes avaient vraiment des sites Internet. C'était pas forcément facile de faire des sites comme aujourd'hui. Et donc, quand on mettait cours de guitare à Lyon, il y avait 2 sites qui sortaient, le mien et un autre. Et en gros, moi, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Donc ça a marché tout de suite super bien. J'avais toujours des appels et tout parce que mon site était très bien référencé. On mettait cours du Guitare Lyon. Donc j'étais dans les 2 premiers. Et quand les gens venaient, ils me disaient, quand je leur demandais pourquoi vous m'avez choisi moi plutôt que l'autre personne, du coup par rapport au site qu'ils avaient vu, ils me disaient parce que t'avais une belle photo. Voilà, sur la page d'accueil, j'avais une belle photo de ma guitare, j'ai mis prise en photo sur mon parquet et ça faisait bois, enfin c'était une très jolie photo effectivement. Et du coup, les gens avaient choisi par rapport à la photo parce qu'il y avait une belle photo. Voilà. Et je pense que effectivement, on fonctionne avec l'image quoi. Mais moi j'ai envie de faire en sorte que ce soit pas le seul facteur. Et donc voilà pourquoi je crée tout ce contenu. Et au moins on n'est pas forcément surpris tant que ça quand on arrive, on sait pourquoi on est venu. Et oui, c'est moins vendeur. Je sais que ce que je raconte c'est moins vendeur. Je me rappelle aussi d'une fois, quelqu'un avait fait un cours d'essai ou un cours, je sais plus si je faisais déjà les cycles découvertes. Maintenant, je fais 4 cours découvertes. Je fais plus un cours d'essai. Par exemple, je fais pas un cours d'essai gratuit. J'ai arrêté de faire ça. Donc, je fais payer et c'est 4 cours découvertes, un cycle de 4 semaines en fait. Donc on essaye, c'est-à-dire qu'avant de s'engager pour l'année, on essaye en fait sur 4 semaines. Et moi j'aime beaucoup ça parce que les gens payent et que moi j'accorde de l'attention et du temps à ces nouvelles personnes pour leur expliquer les choses et que c'est normal en fait qu'elles payent et qu'elles s'engagent un minimum pour essayer et que du coup si elles viennent pas ou par exemple ça arrive des personnes viennent une fois, elles ont payé pour 4 semaines mais elles viennent qu'une fois. Quand elles viennent pas, voilà, je me dis tant pis pour elles et je me sens pas un peu les gens s'inscrivent mais ils viennent pas, etc. Parce que quand on fait des choses gratuites, il y a des gens qui s'inscrivent mais qui viennent jamais, etc. Où on va accorder du temps pour ces personnes, mais elles se rendent pas compte en fait du temps qu'on accorde et de l'attention qu'on leur accorde, au détriment peut-être des anciens parfois. Donc voilà, je fais ça. Et en plus, je trouve que même 4 semaines, c'est difficile de se rendre compte, mais un cours, c'est vraiment difficile de se rendre compte de quoi il s'agit, le tai chi. Donc, en tout cas, de ce qu'on fait, quoi. Donc, je laisse 4 semaines, ça laisse un peu plus de temps pour tester, et je trouve ça beaucoup, mais vraiment beaucoup mieux, quoi. Bref, à cette époque-là, je me souviens plus si cette personne avait fait un seul cours d'essai ou quoi, mais bref, on en avait rediscuté quelques mois après, et elle avait dit dis donc, faut que tu progresses au niveau justement marketing ou quoi, parce que quand on avait fait le cours d'essai, moi c'est vrai que j'avais tendance à pas mal dire tout de suite, bon, le tai chi c'est difficile, c'est pas un truc simple et tout, c'est difficile, ça va vous confronter, etc. Et du coup elle me disait ça en rigolant. Bon, elle est quand même revenue, mais que voilà, ça pouvait rebuter des gens, parce que je leur dis, je dis d'emblée, ouais, ça va être difficile. En fait, c'est parce que juste je suis honnête. Je suis honnête, en fait, je veux que les gens ils soient au courant, quoi. Que ouais, ça va être confrontant, que c'est pas un truc comme si j'allais faire une séance de relaxation, m'allonger sur une table et me détendre, quoi. Non, c'est confrontant. Donc c'est vrai que j'aime bien que les gens soient au courant de ce qu'on va faire. C'est certainement moins vendeur. Bon, donc voilà, il y a pour résumer, c'est pas facile. C'est pas facile là cette question, parce qu'en même temps, il faut bien faire de la com et du marketing, sinon il se passe rien. On peut pas se faire connaître en faisant rien. Mais il y a plein de manières de faire que je vois qui marchent, mais que vraiment je me vois pas faire, quoi. Je ne pourrais pas faire. Donc faut trouver son chemin sur comment communiquer, etc. Et donc voilà, il y a ce contenu. Et donc merci à vous, toutes les personnes qui écoutent ce contenu, parce que le simple fait d'écouter, ça aide un petit peu à promouvoir quelque part, parce que plus évidemment il y a des personnes qui écoutent, qui suivent le contenu, le plus ça fait apparaître, j'imagine, dans l'algorithme des médias, que ce soit sur YouTube ou etc. Parce que maintenant donc tous les podcasts aussi se retrouvent sur YouTube.
Ça aide. Merci à toutes les personnes qui mettent des petits pouces. Merci à toutes les personnes qui commentent, ne serait-ce pour dire merci ou quoi que ce soit. Ça aide vraiment le contenu à se diffuser. Merci à vous, alors que moi j'oublie de le dire tout le temps. Donc merci d'autant plus. Merci profondément aux personnes qui soutiennent aussi sur Tipeee. Donc j'ai un Tipeee, donc j'ai 2-3 personnes là qui contribuent et c'est déjà beaucoup pour moi. C'est vraiment une vraie aide, ne serait-ce pour le temps que je prends, pour l'investissement de matériel, parce que il faut du matériel, il faut un micro, un ordinateur, etc. Enfin, il faut des choses. Merci aux personnes qui m'ont aidé aussi, parfois en me donnant du matériel aussi. Merci profondément, ça m'aide beaucoup. Merci aux personnes qui m'aident d'une manière ou d'une autre. J'ai mon ami Gaston, par exemple, donc, qui enseigne à Chambéry. J'espère qu'on fera un podcast aussi ensemble à un moment. Merci Gaston, parce qu'il m'aide à sa manière, sans forcément le dire ou quoi, mais il m'aide vraiment beaucoup. Et voilà. Je sais pas pourquoi je suis parti dans les remerciements, mais voilà, merci, je le sentais comme ça. Alors je fais juste une petite parenthèse en post-production, je suis en train de faire le montage du podcast et je me rends compte que j'ai pas parlé des témoignages, bien sûr, que c'est un bon outil aussi, marketing, les témoignages. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui sert beaucoup parce que ça permet évidemment aux personnes qui me connaissent pas d'avoir un peu un retour d'autres personnes. Ça permet encore une fois d'aider à donner une couleur un peu à l'état d'esprit à travers l'expérience des gens. Et donc, puisque je viens de remercier, je remercie aussi énormément toutes les personnes qui ont pris le temps de me faire un témoignage. Vraiment, c'est quelque chose qui aide beaucoup aussi. Merci. On parle de marketing, donc bien sûr, en fait, on parle de comment se faire connaître, etc. Comment faire que l'activité soit viable, en fait, qu'elle fonctionne, qu'elle soit rentable et qu'on puisse vivre avec ça. Et moi, je me sens déjà chanceux d'arriver à vivre en faisant ça. Pour moi, c'est énorme de juste vivre de quelque chose que j'aime, de pas me lever en me disant que je vais faire un travail que j'aime pas, etc. Donc c'est déjà énorme. Et donc c'est pour ça certainement que je ressens de la gratitude là en parlant pour toutes les personnes qui m'aident à faire en sorte que ça fonctionne. Alors un autre petit rajout en post-production, j'ai aussi oublié de parler des stages d'été. Donc encore une fois, comme j'en parle à chaque fois, j'ai vraiment du mal, j'ai l'impression que tout le monde va entendre ça à chaque fois et que ça va être embêtant. Mais voilà, c'est l'effort qu'il faut que je produise, de répéter à chaque fois. Donc il y a des stages d'été, c'est-à-dire que pendant tout le mois de juillet, pendant 5 semaines, vous pouvez venir vous entraîner ici. C'est limité à 4 personnes. Parfois, on va jusqu'à 5 parce que là, j'ai fait une exception, par exemple, sur une semaine. J'ai accepté 5 parce que, c'était pas possible de faire autrement pour quelqu'un. Donc, j'ai accepté exceptionnellement d'aller jusqu'à 5, mais normalement, c'est limité à 4 personnes. Donc, la toute dernière semaine, celle qui est à cheval sur juillet-août, est complète. Et sinon, il y reste des places sur les autres semaines. Il reste une place sur la première semaine de juillet et un peu plus de place sur les autres au milieu. Voilà. Entraînement, donc quand on est en tout petit comité comme ça, c'est un stage bien sûr, c'est collectif parce qu'on est plusieurs, mais on est quand même proche du cours particulier parce qu'il y a vraiment un accompagnement personnalisé. Sur une semaine complète, être en tout petit comité comme ça, c'est quand même particulier. Encore une fois, c'est la meilleure formule, c'est la meilleure manière pour moi de travailler, c'est celle que je préfère. Et c'est aussi, moi je m'entraîne aussi, c'est-à-dire que bien sûr, ça dure 5 semaines. Moi je peux pas rester 5 semaines sans m'entraîner. Donc l'idée c'est, en fait, on s'entraîne ensemble et moi j'accompagne. Voilà, chacun dans la pratique. Il y a bien sûr les pratiques solo et des pratiques avec partenaires et possibilité d'hébergement, etc. Mais je vous laisse voir les détails sur le site, sur la page des stages. De toute manière, tout est indiqué normalement. Sinon, contactez-moi si vous avez des questions à ce propos. Je vous souhaite une très bonne pratique et à très bientôt.